Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lacharme. Mon invité aujourd'hui est Robert Rousseau, qui agit dans le domaine de la sécurité civile et des mesures d'urgence en tant que conseiller en gestion des urgences à l'Université de Montréal. Monsieur Rousseau, bienvenue à Parlons Sécurité. Merci, bonjour. Avant d'aborder le thème principal de l'épisode d'aujourd'hui qui traitera sur la sécurité civile, pouvez-vous nous raconter une intervention majeure que vous avez vécue en fonction dans votre cadre de premier répondant? Oui, certainement. Donc, j'agis à titre de premier répondant depuis maintenant 11 ans à la ville de Côte-Saint-Luc, donc des interventions médicales. Une intervention qui m'a marqué en particulier, là, donc j'ai eu à répondre sur un arrêt respiratoire pour une petite fille de 18 mois, donc 1 an et demi en arrêt respiratoire. Qu'est-ce qui m'a marqué sur cette intervention-là? Bien, premièrement, c'est qu'on a réussi à ramener l'enfant. Donc, c'est une vie sauvée sur cette intervention-là. Hey, bonjour les agents de sécurité du Québec. J'interromps la vidéo 30 petites secondes juste pour vous demander de commenter ou liker ou partager cette vidéo. Faire ça, ça va vraiment nous aider à battre l'algorithme de YouTube puis à faire en sorte que la vidéo soit diffusée à plus d'agents de sécurité. Donc, s'il vous plaît, likez, commentez ou partagez. J'apprécie beaucoup. De retour à Parlons Sécurité. Mais qu'est-ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'on a dû retourner à la même adresse quelques heures après avoir réanimé la jeune fille qui était maintenant rendue à l'hôpital et elle avait une jumelle. Donc, j'ai fait des manœuvres de réanimation sur un enfant qui était à l'hôpital. Puis, en rentrant à nouveau dans le domicile, j'ai vu la même petite fille courir dans le fond de la maison. Ça fait un peu spécial parce que dans ma tête, moi, je ne savais pas qu'il y avait une jumelle. Donc, c'est un événement particulier, mais sauver la vie d'un enfant de 18 mois, là, je pense que c'est un des moments marquants de ma carrière dans les 11 dernières années. Ah, félicitations. Puis Merci. effectivement, c'est comme deux événements spéciaux qui sont arrivés dans la même shot. Wow, ça a dû faire un saut de revoir la même personne. Ben, c'est ça qui était particulier, c'est que moi, je sais que la petite fille que j'ai soignée est rendue à l'hôpital, puis en rentrant dans la domicile, c'est des jumelles identiques. Je vois la même petite fille courir dans la maison. Je fais comme, OK, mais attends, elles viennent de partir en ambulance vers l'hôpital, puis là, elle court. Le temps que le cerveau analyse l'information puis qu'il comprenne qu'est-ce qui se passe, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? C'était spécial. Wow, effectivement. Je ris parce que je m'imagine votre face, genre, what is this? Exactement. Puis sur cet appel-là, j'avais une stagiaire avec moi, que c'était son premier quart de travail, premier appel à vie. Elle vit cette expérience-là. Un arrêt respiratoire chez un enfant de 18 mois, là, ça marque un début de carrière, disons. Effectivement. D'accord. Donc, passons à la sécurité civile. Merci pour cette histoire. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre la sécurité privée et la sécurité civile? Oui, bien, dans le fond, sécurité privée, là, je pense que j'apprends rien à personne. Là, on va parler vraiment de la sécurité physique, des contrôles d'accès, d'intervention en situation d'urgence dans des milieux contrôlés, souvent privés, donc des bâtiments, des édifices, ces choses-là. Mais quand on parle de sécurité civile, c'est à vraiment plus grande envergure. Donc, il y a un enjeu populationnel, donc au niveau, par exemple, de l'ensemble des citoyens de la ville de Montréal, l'ensemble des citoyens de la ville de Laval. Donc, il y a un enjeu sur l'ensemble de la population ou sur une grande partie d'un territoire. La sécurité civile, ben, c'est légiféré par la loi sur la sécurité civile au Québec. On a aussi une loi sur les mesures d'urgence au niveau fédéral. Puis dans le fond, c'est quoi la sécurité civile? Bien, c'est l'ensemble des actions puis des moyens qui sont mis en place par la société puis par des intervenants pour connaître des risques, prévenir des sinistres puis d'en limiter les conséquences sur le milieu, sur les gens et sur la population. Donc, c'est très, très large. Puis, le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est la pandémie actuelle qui est en cours. C'est un risque biologique qui a été analysé, puis un plan de réponse qui a été mis en place pour pouvoir répondre aux enjeux de santé publique en fonction d'un plan de sécurité civile puis un plan de santé publique. Je pense qu'on est dedans en ce moment. Donc, c'est facile à faire une comparaison. Tandis que, comme je disais, la sécurité privée, on va être limité souvent à
une plus petite population, par exemple une tour à bureau, une usine, un établissement scolaire. Donc, on est plus limité. Nos interventions vont être beaucoup plus directes auprès de la clientèle, tandis que la sécurité civile, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. C'est des intervenants de l'ombre qui font partie souvent d'une planification très longue et d'envergure pour prendre en charge des situations majeures. Donc, je prends par exemple sur l'île de Montréal, il y a un centre de la sécurité civile qui a des plans d'intervention qu'on appelle des plans particuliers d'intervention qui permettent d'intervenir dans différents types de risques, que ce soit des risques naturels, des risques humains, des risques terroristes, ces choses-là. Donc, c'est vraiment toute cette envergure-là qu'on va aller chercher au niveau de la sécurité civile. OK, très bien. Donc, si je comprends bien, c'est tout ce qui peut arriver à une population qui est un petit peu anormale. Donc, c'est là que vous entrez en jeu et puis que il y a une procédure et puis que vous gérez la situation, en fait. Exactement. Donc, ce que ça permet de faire, la loi sur la sécurité civile, bien, la sécurité civile en général, c'est que les transferts de pouvoir et d'autorité, quand on utilise la loi sur la sécurité civile, bien, le coordonnateur de la sécurité civile devient l'autorité suprême en matière de gestion. Donc, il peut outrepasser, par exemple, certaines lois, par exemple, en approvisionnement. On peut outrepasser les conventions collectives pour les employés, puis ces choses-là. Donc, il y a divers droits qui sont conférés en situation de sécurité civile qui permet justement d'avoir des latitudes de plus pour octroyer des contrats, pour forcer des gens à travailler, pour faire des réquisitions de biens. Je prends par exemple, j'ai besoin d'une pépine pour creuser un trou ou pour faire une digue pour empêcher de l'eau de passer. Je n'ai pas besoin de l'empêcher. Je peux croiser la première pépine que je vois sur mon chemin, je peux la réquisitionner puis l'utiliser à bon escient. Je n'ai pas besoin de passer par 4 chemins pour le faire. OK, je comprends. Ça donne une bonne latitude, disons. OK, excellent. Et puis vous, quel est votre parcours dans ce milieu-là, le milieu de la sécurité civile et des mesures d'urgence? Ben moi, je veux dire, il y a un lien qui est très près entre la sécurité incendie et la sécurité civile. Donc, dans plusieurs municipalités, ce sont des services qui sont conjoints, qui appartiennent à la même direction. Donc, moi, j'ai commencé dans le domaine de la sécurité incendie, en prévention des incendies. Puis, j'ai commencé à cheminer tranquillement un peu plus vers la gestion des risques, puis les interventions populationnelles en matière de sécurité civile. Donc, au lieu de cibler seulement mon intervention sur les incendies, bien, je suis allé toucher d'autres styles d'intervention, les inondations, que ce soit, par exemple, des inondations, pandémies, déversement de matières dangereuses, fuite de gaz toxiques, des conditions extrêmes, tempêtes hivernales, chaleur extrême, des tornades, des actes terroristes, toute la gestion, la planification derrière tout ça. Donc, mon cheminement, je me suis en allé plus dans cette direction-là. J'ai été gestionnaire dans le réseau de la santé en mesures d'urgence et en sécurité. Donc, j'ai touché vraiment au volet santé de tout ce qui est les plans de mesures d'urgence et les plans de sécurité civile dans le réseau de la santé. Puis, j'ai touché aussi tout ce qui est la planification des opérations pour des services d'urgence majeurs là, sur l'île de Montréal. Donc, planifier les modes de réponse, les planifications des effectifs pour répondre à certains types d'événements d'envergure, par exemple, des tireurs actifs. Je prends par exemple la Marche pour le climat qu'il y a eu en 2019 avec Greta Thunberg. Moi, j'ai participé à la planification de la réponse préhospitalière pour cet événement-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour répondre non seulement aux appels médicaux, dans la foule qui participe à ça, donc 1,5 million de personnes, mais il y a la population à desservir aussi qui apporte un enjeu particulier. Donc, comment est-ce qu'on fait pour offrir le service à la population, mais d'assurer la sécurité et la santé des manifestants, des gens qui participaient à la marche. Donc, c'est vraiment tout un volet, je vais dire que c'est plus le volet brain de la sécurité. Donc, c'est beaucoup de pensée, beaucoup de je dois réfléchir, je dois anticiper 3-4 coups d'avance. Il peut peut-être arriver ça, peut-être arriver ça. On travaille beaucoup sur des peut-être et des si. Mhm. Excellent. Wow, c'est vraiment passionnant. Je n'étais pas au courant de toute cette planification. Dans le fond, chaque événement qui pourrait arriver a sa procédure. Et Exact. c'est vous qui planifiez cette procédure-là.
Exact. Je vais le mettre en contexte de sécurité privée. On travaille comme agent de sécurité dans un bâtiment où il y a un plan de mesure d'urgence local pour intervenir en cas d'incendie, en cas de bris de conduite, panne électrique, toutes ces choses-là. Ben, c'est très local. Au niveau de la sécurité civile, les mêmes plans se font, mais pour une population de 2 millions de personnes, par exemple, à Montréal. C'est juste ça la différence. Le nombre de personnes impliquées est beaucoup plus grand, donc les impacts sont plus grands. Je veux dire, une tour comme par exemple la place Ville-Marie, qui n'a plus d'électricité, les enjeux sont plus ou moins élevés. Mais je prends par exemple des hôpitaux que j'ai plus d'électricité, je fonctionne sur des génératrices, j'ai des gens dans les hôpitaux avec qui sont ouverts sous des bistouris, on est en train de faire des procédures chirurgicales, j'ai plus d'électricité, il fait noir, comment je gère ce genre de situation-là? Comment je fais pour réalimenter ces choses-là? C'est beaucoup plus, c'est beaucoup de pensée, comme je disais un peu plus tôt, puis c'est vraiment, comment je dirais, c'est vraiment l'enjeu populationnel. C'est qu'est-ce qui peut avoir une incidence sur la vie, non pas seulement des occupants de ce bâtiment-là, mais sur les gens autour aussi. D'accord, d'accord, c'est très clair. Et puis, est-ce que vous étiez en fonction lors de la tempête du verglas ou vous étiez trop jeune? Non, j'étais trop jeune, j'étais encore à l'école primaire à ce moment-là. OK, excusez-moi, je vous ai vieilli un peu. Non, c'est correct, c'est correct. Je l'ai connu, j'ai été dans le verglas, mais pas à titre d'intervenant. Si on parle d'événements d'envergure auxquels j'ai participé, j'ai été au lac Mégantic. Les 2 inondations 2017-2019 qui sont des événements majeurs. C'est pas un événement de sécurité civile, quoique il y a une cellule de gestion de sécurité civile qui avait été planifiée justement pour la marche sur le climat. Puis là, pandémie. Depuis avant même qu'on soit en pandémie ici, l'organisation pour qui je travaillais, on était déjà en planification, nous, à partir de novembre 2019. Oui, novembre 2019, nous, nos plans d'action étaient déjà planifiés. On avait commencé à acheter du matériel. On avait déjà anticipé une réponse préhospitalière pour ces informations, pour cette crise-là qu'on est en train de vivre. OK. Bien. Parfait, merci. Et puis, dites-moi, quels sont, si on parle à notre auditoire là, qui aimerait devenir entrer dans ce milieu-là, quelles compétences, quelles qualités que cet agent-là doit avoir avant d'envisager cette carrière? Oui. Ça prend un esprit analytique. Comme je disais, c'est toujours, on vit sur des si, des peut-être et des est-ce que. Donc, il faut être en mesure d'analyser toutes les situations, tous les risques, puis d'anticiper c'est quoi les répercussions qu'il peut avoir au niveau populationnel, puis vraiment au niveau de la population en général. Donc, il faut que je puisse anticiper, je dois analyser l'ensemble des situations, il faut que je vois les coups venir 2, 3, 4 coups d'avance. Donc, je dirais aussi, c'est pas une compétence, mais je dirais que ça prend quand même de l'expérience. Donc, quelqu'un qui commence dans ce domaine-là, je ne recommande pas à quelqu'un qui fait son premier jour dans le domaine de la sécurité de dire « moi, je vais m'orienter en sécurité civile ». Il faut aller chercher, comme on dirait en bon français, il faut faire nos classes avant de se diriger là-dedans parce que ça prend un bagage d'expérience et de connaissances. Ça prend une gestion du stress qui est très, très, très forte. Je prends par exemple la pandémie. Nous, quand on a déclenché la pandémie, les plans d'intervention en contexte de maladies infectieuses, c'est des quarts de travail de 12 heures, 6 jours par semaine. Fait que la gestion du stress est immense. Puis, le poids d'une organisation repose sur la sécurité civile. Donc, il faut s'assurer qu'on a pensé à tout. Si on a oublié quelque chose, ça nous retombe dessus. Fait qu'il y a une gestion de stress qui est importante à avoir de ça. Avoir des capacités en gestion de crise, savoir désamorcer des situations, savoir les gérer en général. Là, prendre une situation, la décortiquer, me poser des questions. Est-ce que j'ai des parties prenantes impliquées? Est-ce que j'ai des impacts au niveau de mes opérations? J'ai-tu des impacts sur ma population? Est-ce que ma situation pré-crise sera la même que celle après la crise? Donc, il y a un changement au niveau organisationnel, que ce soit au niveau de la province, du pays, d'une municipalité, l'État va avoir changé. Donc, je prends par exemple la pandémie. Avant, on vivait d'une certaine façon. Post-pandémie, notre vie ne sera jamais comme celle qu'on a vécue avant. Il y a des choses qui vont avoir changé, il y a des choses qu'on va avoir mis en place qui ne reviendront pas comme avant.
Puis ça, c'est ce qu'on appelle une crise. Il faut que je sois capable de gérer justement ce changement de paradigme-là. Leadership organisationnel. La sécurité civile, c'est quelque chose qui travaille normalement à un très haut niveau dans des organisations. Donc, il faut que je sois capable de faire tout ce qui est le leadership au niveau stratégique, tactique, traiter avec des gens de très haut niveau, que ce soit politique, je veux dire, traiter avec des ministres, des sous-ministres, des élus, au niveau des municipalités, là, maires, conseillers, ces choses-là, les directeurs généraux des villes, d'organisations aussi, là, on prend des organisations parapubliques, Hydro-Québec, Gaz métropolitain, ces choses-là. Donc, c'est des organisations qu'on doit avoir une habilité politique pour gérer avec ces personnes-là. Donc, je dirais que ouais, c'est pas mal les compétences qu'on doit acquérir. Puis c'est quelque chose que, comme je disais, c'est difficile d'avoir ce genre de compétences-là jour 1. Donc, il y a un apprentissage à faire. Puis en s'appuyant sur les bonnes personnes, puis en s'accotant avec les bonnes personnes, on est capable de développer ces compétences-là de façon adéquate, puis de grandir dans ce domaine-là parce qu'il y a beaucoup de place à grandir, surtout maintenant qu'on voit qu'il y a de plus en plus de désastres qui arrivent. Il y a de plus en plus d'emplois dans ce domaine-là aussi. C'est un domaine qui est émergent. OK, très bien. Et puis, selon vous, là, je comprends que ce sera complètement subjectif comme réponse, mais combien d'années d'expérience un agent de sécurité devrait avoir avant de commencer à penser à ce genre de carrière? Je ne pense pas que ça se calcule en nombre d'années. Je pense que ça va se calculer en nombre de situations auxquelles l'agent va faire face. OK. Donc, c'est sûr que plus que je vais être exposé à des situations, plus que je vais acquérir de l'expérience. C'est sûr et certain. Donc, si je suis dans un milieu qui est très, très, très actif, je vais développer mes compétences beaucoup plus rapidement que si je suis dans un milieu qui est, par exemple, je dis ça comme ça, là, je suis agent de sécurité dans une tour à condo. Mais mon exposition à des situations de sécurité civile ou de mesures d'urgence risque d'être beaucoup moins élevée que si je travaille dans une tour à bureau ou dans un hôpital, par exemple. Pour apprendre au niveau des mesures d'urgence, je dirais que les hôpitaux, c'est une excellente école parce qu'on touche à une panoplie de choses qui touchent notamment un paquet de risques. On parle des arrivées massives de sinistrés, des incendies, des personnes violentes, la gestion du service à la clientèle, des urgences médicales, des inondations, la gestion de conditions climatiques extrêmes. Donc, on va toucher, là, si je ne me trompe pas, c'est une quinzaine de situations d'urgence. Vraiment, moi, je pense que les hôpitaux, c'est un bon endroit pour aller chercher cette expérience-là parce qu'il y a de l'exposition quotidienne des agents et des gestionnaires dans ce volet-là. Excellent. Super bel ajout, super belle réponse. Là. Ça ajoute beaucoup de valeur là, au podcast. Merci beaucoup, M. Rousseau. Pas de problème. Dis-moi, qui sont les employeurs du milieu de la sécurité civile? Je comprends qu'il y a le mot civil, donc est-ce que les employeurs sont la ville? Je vous dirais que on va y aller avec l'employeur principal au niveau de la sécurité civile, qui est le ministère de la Sécurité publique. Donc, on va avoir des emplois de fonctionnaires au niveau des ministères, au niveau du gouvernement. Effectivement, au niveau des municipalités, il y a dans certaines villes des sections de sécurité civile, donc les grandes villes, notamment là, Montréal, Laval, Longueuil, vont avoir des bureaux de sécurité civile, donc des centres de sécurité civile. Justement, Laval vient tout juste de créer leur bureau de la résilience municipale. C'est une nouvelle directrice avec une nouvelle direction pour ça. Donc, au niveau des municipalités, il y a certaines firmes privées qui vont aussi agir à titre de consultant, surtout en sécurité civile auprès des municipalités. Je ne vais pas nommer de firme en tant que telle pour ne pas faire de pushing pour une ou pour l'autre, mais il y a certaines firmes qui agissent dans le domaine de la sécurité civile et des mesures d'urgence qui sont très reconnues, qui ont une belle exposition sur le marché, puis que les municipalités les contactent beaucoup pour faire les plans de sécurité civile, des formations au niveau des employés civils et des élus en matière de gestion de sécurité civile. Il y a plusieurs formations qui existent là, dans ce domaine-là. Je dirais tout ce qui est grosse industrie, pétrochimie, toutes ces choses-là dans l'est de Montréal, il y a un volet
sécurité civile. Puis là, ben moi, je travaille dans le domaine universitaire. Donc, je vous dirais que la majorité des universités au Québec vont avoir un volet de sécurité civile et de mesures d'urgence pour venir faire la gestion de ça. Parce que malgré ce que les gens pensent, les universités, ce n'est pas seulement que de l'éducation qui est faite là-bas. Donc, il y a beaucoup de recherches. Donc, il y a possibilité qu'il y ait des enjeux au niveau biorisque et toutes ces choses-là. Donc, il y a des interventions aussi en matière de sécurité civile au niveau des campus universitaires. OK, super. Très, très, très intéressant. Numéro 1, M. Rousseau. Il y a tellement d'informations qu'il faut prendre une pause, là. Mon cerveau va exploser. Donc, M. Rousseau, cher auditoire, bougez pas. On va prendre un petit break de quelques secondes. Mon auditoire, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires si vous envisagez entreprendre une carrière dans le milieu de la sécurité civile ou si vous avez des questions pour M. Rousseau. Donc, on va revenir après la pause. Nous sommes de retour à Parlons Sécurité avec mon invité Robert Rousseau, qui nous a donné beaucoup d'informations sur le milieu de la sécurité civile et des mesures d'urgence. Parlons sécurité incendie maintenant. Monsieur Rousseau, en quoi consiste le service de sécurité incendie? Vulgairement, le service de sécurité incendie, c'est les pompiers. De façon très vulgaire, là, quand on associe la sécurité incendie, on associe ça avec les pompiers. Par contre, il y a d'autres choses que ça dans la sécurité incendie. Donc, il y a tout le volet prévention et inspection de bâtiments pour s'assurer de la sécurité des occupants en fonction du Code national de prévention des incendies, par exemple. Donc, grossièrement, c'est ça. Les pompiers qui interviennent, mais il y a un paquet de choses qui se fait avant l'intervention, qui est la prévention, l'éducation du public, toutes ces choses-là qui vont venir rentrer dans la sécurité incendie. Pour un agent de sécurité privé, la sécurité incendie, ben, on va même parler de, par exemple, les inspections d'extincteurs portatifs, de boyaux dans les bâtiments, les alarmes d'incendie, les exercices d'évacuation. On vient rentrer ça dans un volet de sécurité incendie. Donc, on voit qu'il y a quand même une bonne largeur, une bonne quantité de choses qui viennent rentrer dans le volet de la sécurité incendie. Il y a beaucoup de services de sécurité incendie qui incluent, là, comme je disais un peu plus tôt, la sécurité civile à leur service d'incendie parce que ce sont deux missions qui sont très, très près l'une de l'autre. Très bien, très bien. Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer une journée typique, justement, au service de sécurité incendie, Oui. plus du côté, peut-être pas pompier ou peu importe, on vous écoute. Oui, ben, dans mon cas, j'ai été un technicien en prévention incendie pour un des plus gros services d'incendie au Québec. Donc, une journée typique, là, ben, évidemment, on va avoir tout ce qui est le volet administratif, les courriels, les suivis de dossiers, tout ce qui est l'étude, l'analyse des plaintes, toutes ces choses-là. Donc, ça c'est peut-être la partie qui est un peu moins, je dirais, amusante, intéressante. Par contre, ça doit être fait. On doit se tenir aussi au courant de tout ce qui est les réglementations, les normes, les codes qui sont en vigueur. Donc, il y a de la formation continue à faire. Ensuite, bien évidemment, il y a de l'inspection de bâtiments. Donc, on va inspecter toutes les sortes de bâtiments, que ce soit résidentiel, commercial, institutionnel, industriel, gouvernementaux, des prisons, nommez-les. Il faut tout inspecter les bâtiments qui se trouvent sur le territoire d'un service d'incendie. Donc, il y a vraiment de l'inspection de bâtiments. Il y a de l'application de règlements municipaux. Donc, les municipalités au Québec, pour la plupart, ont adopté un règlement municipal en matière de prévention des incendies. Donc, il y a l'application de ce règlement-là qui se fait par les techniciens en prévention ou les préventionnistes dans la plupart des cas. Il va y avoir des témoignages à la cour. Donc, si on fait de l'application de la loi, il y a des constats d'infraction qui sont émis, les fameux tickets. Donc, évidemment, les gens vont contester. Il va y avoir des témoignages à la cour. Donc, on est non seulement des experts dans notre domaine, mais on doit aussi témoigner à titre de témoin d'une infraction à une réglementation. Il y a un volet d'éducation du public, donc tout ce qui est les visites, par exemple, dans les garderies, les résidences pour personnes âgées, les écoles,
les industries, les commerces, tout ce qui est l'éducation du public, là, les fameux comportements sécuritaires en cas d'incendie. Si le feu prend, ferez vos vêtements, qu'est-ce qu'il faut que vous faites, que vous fassiez. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui font partie du travail des préventionnistes. Puis évidemment, il y a aussi un volet qui est peut-être un peu plus fun, c'est le volet de recherche et cause recherche et cause d'incendie. Okay. Pour tout ce qui est là, déterminer qu'est-ce qui a causé l'incendie, faire les chemins pour trouver l'origine de l'incendie. Est-ce que c'est criminel? Est-ce que c'est accidentel? Qu'est-ce qui a causé l'incendie? C'est-tu d'origine électrique? C'est un article de fumeur? Donc, c'est vraiment ça, c'est le gros travail d'enquête après sinistre pour établir une cause sur l'incendie. Puis, ce travail-là nous permet d'orienter notre éducation du public pour changer les comportements des gens, pour pouvoir réduire le nombre d'incendies qu'il y a au Québec. OK, très intéressant. Cette partie-là, moi, je croyais que c'était plus la police qui avait peut-être une division par rapport à ça, mais c'est vraiment vous qui gérez la partie enquête, puis c'est quoi la cause puis la source. Donc, c'est vous qui s'occupez de ça. Oui, bien c'est ça. Il y a une partie, dans le fond, là, à la base, une scène d'incendie, ça appartient à un service d'incendie. Par contre, si l'incendie a eu mort d'homme, donc s'il y a un décès dans l'incendie, ou si c'est un incendie de nature suspecte ou d'origine criminelle probable, là, à ce moment-là, c'est pris en charge par des enquêteurs incendie des services de police. Mais sinon, toute autre nature d'incendie, c'est pris en charge par les services d'incendie qui vont faire leur rapport de recherche et cause. C'est soumis au ministère de la Sécurité publique aussi pour statistiques et pour orientation des activités d'éducation du public à même les municipalités puis la province, les MRC, les régions. OK, excellent. Merci pour cette précision. Et vous, quelle formation? Vous dites que vous avez un petit peu, pas débuté votre carrière, puis vous dites que vous avez touché un petit peu à tout. Mais avant d'embarquer dans les services de sécurité incendie, quelle formation que vous avez suivie pour pouvoir vous permettre de faire cet emploi? Oui, bien moi, j'ai un paquet de formations. Donc, quand je suis sorti de l'école secondaire, j'ai fait mon diplôme d'études professionnelles en sécurité incendie, donc le cours de pompier professionnel qui se donne, c'est un DEP. Ensuite, j'ai fait mon cégep en prévention des incendies, donc pour tout le volet application de la loi, les codes de construction, les normes, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est la formation minimale qu'on doit avoir pour agir à titre de pompier et de préventionniste. On peut seulement être préventionniste en faisant une attestation d'études collégiales en prévention des incendies, mais ça ne me donne pas l'opportunité d'agir comme pompier. Je dois faire une formation supplémentaire. Donc, en prévention incendie, c'est les deux formations, je dirais, là, qui sont de base. Donc, ça peut être soit les formations de l'École nationale des pompiers du Québec ou les diplômes d'études professionnelles en sécurité incendie. Ensuite, on a le volet prévention. Puis, si on décide de pousser un peu plus nos connaissances, là, il y a un certificat à la Polytechnique, l'École de génie de l'Université de Montréal qui est donné, là, qui s'appelle le certificat en technologie avancée en prévention des incendies. Moi, je suis allé faire ce certificat-là. J'ai gradué en 2019. Et puis, je suis allé chercher ça. J'ai un AEC en sûreté industrielle et commerciale aussi. Puis, je suis allé chercher un paquet d'autres formations à gauche puis à droite dans le domaine de la sécurité civile, des mesures d'urgence, de la gestion d'événements. Donc, j'ai aussi, par exemple, je suis certifié au niveau 300 sur le système de commandement d'incidents, le ICS au Canada, qui est un système de gestion d'incidents majeurs qui est utilisé par le gouvernement fédéral. Puis ça a été adopté au plan fédéral de mesures de sécurité civile, la structure de gestion ICS. Donc, plusieurs formations dans ce domaine-là. Dans le domaine de la sécurité incendie, là, comme je disais, c'est vraiment là, c'est soit on se dirige dans un profil pompier, dans un profil prévention. On peut se diriger dans un profil les deux, mais à ce moment-là, il faut faire les deux formations pour pouvoir agir dans ce domaine-là. OK, excellent. C'est très clair. Bon, ben merci énormément pour ce paquet d'informations-là. Je suis flabbergastée, comme on dit. Je suis vraiment heureuse de vous avoir passé en entrevue. Donc, une dernière question pour clore cette entrevue. Une question que je pose à tous les invités de Parlons Sécurité. Pouvez-vous me nommer une action concrète qui pourrait être faite Pouvez-vous me nommer une action concrète qui pourrait être faite afin d'améliorer l'industrie de la sécurité au Québec? Oui. L'action concrète, ce serait vraiment, là, je sais que c'est un sujet qui est très tabou, mais c'est la formation. La clé, c'est la formation. Il faut former les gens.
Pour avoir été gestionnaire, je peux dire que la formation de 70 heures, c'est un bon début. Par contre, une fois que la personne est rendue en entreprise, il faut repasser un certain degré de formation. Donc, moi, je suis un fervent croyant à la formation, de pousser cette formation-là au plus possible, que ce soit au niveau collégial, au niveau universitaire, en termes de gestion, ces choses-là, mais formation, formation, formation. Moi, je suis vendu là-dedans. Excellent, c'est clair. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour notre auditoire, des remerciements, des salutations? Oui, certainement. Bon, mon mot de la fin pour la communauté de la sécurité au Québec, là, ce serait vraiment de ne pas avoir peur de diversifier vos connaissances. Ajouter le plus d'arcs, de cordes possibles à vos arcs. Ça va vous ouvrir des portes dans le domaine de la sécurité. Moi, je suis rendu dans le domaine de la sécurité civile, mais j'ai commencé comme agent de sécurité sur le plancher, à faire des rondes de poinçons, puis à écrire des rapports, puis faire des chiffres de nuit. Ça fait 16 ans que je suis dans ce domaine-là. Puis, je vous dis, diversifiez vos horizons. Faites pas juste, moi, je veux faire de la sécurité physique, du contrôle d'accès, puis ces choses-là. Vous limitez tellement vos possibilités dans le domaine de la sécurité, là. Je veux dire, vous voyez, on parle de sécurité physique. Là, bon, aujourd'hui, on a parlé de sécurité civile, sécurité incendie, puis il y a un autre volet qui existe aussi, qui est la sécurité publique. Donc, beaucoup de choses qui s'offrent à vous. Ayez pas peur de diversifier vos connaissances et vos compétences dans le domaine de la sécurité, là, que ce soit dans le domaine relationnel, en service à la clientèle, ou dans le domaine personnel, en emploi de la force, en secouriste, premier répondant, ces choses-là. Allez chercher le plus de connaissances possible. Ça va vous ouvrir des portes. Super, intéressant. Donc, merci 1000 fois, M. Rousseau. Ce fut très intéressant. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de votre carrière. Merci beaucoup. Mon nom est Graziella Lacharme. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous au 10-4database.com, qui est le site d'emploi réservé aux agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.